démocratie est la forme supérieure de la dictature, parce que c'est la dictature autogérée. C'est l'autogestion de la misère. C'est-à-dire que... La misère, enfin, pas forcément. Mais la misère humaine, pas la misère, la misère humaine. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un citoyen? C'est une épave circulatoire de la valeur d'échange. Qu'est-ce que la démocratie? C'est la mise en forme de la circulation des épaves circulatoires de l'aliénation marchande. Donc, trop de mots qui méritent d'être discutés. Enfin, mais le problème, c'est que c'est pas nous, en 2017, qui parlons de ça. Tout le mouvement ouvrier radical qui, à partir de la première internationale, relie Marx à Rosa Luxembourg, et après à tous les groupes radicaux, Pankow, Gorter, Bordiga, et qui renvoie surtout à toutes les luttes de classe qui ont eu lieu au XXe siècle. Toutes les luttes de classe qui ont eu lieu au XXe siècle ont eu lieu sur à bas la politique, à bas l'économie. Nous ne voulons pas autogérer la merde marchande, nous voulons l'abolir. Donc notre problème, nous ne sommes pas dépossédés et aliénés, parce que les sphères de décision nous échappent. On s'en branle qu'elles nous échappent. Si elles nous appartenaient, il faudrait qu'on gère la merde. On ne veut pas gérer la merde, on veut l'abolir. Donc si on nous donne le pouvoir de constituer nous-mêmes des assemblées pour gérer cette merde, mais on s'en fout. Pendant des siècles, j'ai des communautés organiques qui vivent structurées sur le génos. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de séparation. J'ai des communautés organiques qui produisent reproduire le groupe. Et au fur et à mesure que la révolution néolithique va mettre en mouvement le problème des stockages, le problème du troc, puis le problème de l'échange, je vais avoir une dissolution de ces communautés et je vais aboutir à l'époque de Solon et de Clisthène à une gigantesque révolution domesticatoire qui va faire naître le dème. Le dème, révolution domesticatoire. Elle est domesticatoire parce que le dème, qui va donc donner naissance au démos, n'est pas neutre. Le peuple, qu'est-ce que c'est? Le peuple, c'est pas les gens qui vivent là. Le démos, c'est le peuple aliéné dans la valeur d'échange territoriale. Le démos, c'est ce qui résulte du dème comme unité territoriale de la valeur d'échange dès lors que le groupe a été dépossédé de son produire, que l'argent s'est mis en mouvement et que les solidarités traditionnelles ont été détruites. Donc, quand je dis démos, je ne dis pas dépossédé. Parce que le démos, c'est la dépossession du génos. Les hommes du génos ne sont assujettis à aucune extériorité aliénatoire. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'échange. Ils produisent. Le travail, c'est le moment où le produire nous échappe par l'échange. Quand on travaille pour quelqu'un d'autre. Dans la communauté, il n'y a pas de produire qui soit un travail, puisqu'il y a un produire pour les besoins humains. Le travail de la collectivité et des individus. Le travail, le tripalium, la torture, naît quand ce que je produisais en tant qu'individu ou ce que nous produisions en tant que groupe nous échappe dans un échange aliénatoire. Et ça existe déjà à l'époque d'Athènes, ça? Et à l'époque d'Athènes, c'est ce que montre très bien Engels, la réforme de Solon, la réforme de Clisthène, ont détruit le génos. C'est-à-dire que ces groupes structurés sur les fratries, sur les clans, sur les tribus, qui ignoraient le travail, qui ignoraient l'argent, sont mis dans une situation de domestication par le démos. Le démos, c'est une unité territoriale qui reçoit la liquidation judiciaire du génos. C'est-à-dire que tous ces groupes de solidarité première qu'on a éclatés sont réagencés dans le dème. Donc, réagencés volontairement. Bien sûr, par la dynamique du pouvoir et de l'argent. Il y a un projet de domination. Alors, ce n'est pas un projet, il n'y a pas un complot de domination, c'est immanent au mouvement de la valeur d'échange. L'agora... C'est le fait d'avoir inventé la monnaie, les conduit à ça presque naturellement. Voilà, et alors donc le démos, c'est pour ça que je dis à bas la démocratie. Le démos n'est pas neutre. Quand je dis démocratie, je dis arché, kratos, du démos. Donc qu'est-ce que la démocratie? C'est la mise en forme d'un pouvoir structuré sur le démos. Mais le démos n'est pas une valeur neutre. Ce ne sont pas les gens qui sont là. Ce sont les gens qui sont là dans la domestication de la valeur d'échange en mouvement. Donc, est-ce que c'est forcément mauvais que nous soyons organisés sur une valeur d'échange? Qu'est-ce qui est mauvais dans le fait qu'on se structure différemment? Maintenant, on se sert à la valeur d'échange, on se spécialise, c'est-à-dire que alors c'est ni forgeron, ça n'est ni mauvais, ça n'est ni mauvais ni bon. C'est qu'à un moment donné, l'homme cesse d'être le producteur conscient de son histoire et il est dépossédé par des dynamiques de domestication qui font apparaître l'État. Un État déjà? L'État,
Solon et Clisthène, c'est la démocratie athénienne qui va devenir cette gigantesque puissance thalassographique, c'est-à-dire que Athènes va devenir la grande puissance commerciale et maritime du bassin méditerranéen, à partir justement de cette organisation par dème, c'est-à-dire la division du travail. Donc, qu'est-ce que la démocratie? C'est la dictature de la valeur d'échange en mouvement. Il faut toujours partir du début, c'est-à-dire que les concepts, les organisations, les structurations n'ont pas la définition que nous voudrions leur donner par crainte, par peur, par enthousiasme, par joie. Ils ont la définition historique que leur production leur a donnée. Donc, qu'est-ce que la démocratie? C'est pas ce que nous allons décider qu'elle serait ou qu'elle ne serait pas, c'est ce que sa linguistique première en grec dit dans démos. Démos, c'est l'unité territoriale du dème qui, à partir du moment où la révolution néolithique a cassé le génos, fait qu'il y a une communauté là, mais ce n'est pas une communauté là, c'est une communauté dans la division, l'argent et l'échange. Ici, c'est une objection. Parce que, sur le plan de la logique, vous me ramenez au sens étymologique du mot démocratie, et qui donc n'a de sens qu'à l'époque d'Éden, qu'à cette époque-là. Non, quand vous dites à bas la démocratie, vous ne pouvez pas dire à bas quelque chose qui a existé historiquement, alors que c'est plus notre problème aujourd'hui. On n'a plus de thème. Mais si, mais justement, c'est là où la critique de Marx est radicale, c'est-à-dire que ce qu'il y a là de manière embryonnaire à Athènes, c'est aujourd'hui la dictature de Wall Street. Qu'est-ce que la démocratie? C'est ce que Marx fait cette sublime critique dans la critique du droit hegelien, liberté, égalité, fraternité. La démocratie, c'est la liberté pour chaque valeur d'échange citoyenne dans l'aliénation de se prostituer au salariat. Liberté. Égalité. Chaque valeur d'échange est équivalente dans le grand marché de la prostitution salariale. Et fraternité, parce qu'il faut que les prostitutions universelles qui font de nous des atomes narcissiques d'aliénation politique se retrouvent dans des fêtes joyeuses de communion solidaire. Donc liberté, égalité, fraternité, c'est liberté de chaque marchandise humaine, égalité de toutes les marchandises humaines, fraternité de toutes les marchandises humaines. Donc la démocratie... Mais si, parce que nous sommes des marchandises humaines. L'homme de la société démocratique est l'homme chosifié, l'homme réifié. Mais on peut résister à ça. Enfin... Mais le problème, il n'est pas de croire que face à une démocratie représentative, la démocratie directe changerait les choses. La démocratie directe, c'est l'autogestion de la mer de marchande. Quand une lutte radicale surgit, elle sort jamais le triptyque maçonnique du capital, liberté, égalité, fraternité. Les gens s'en branlent. Ce sont les appareils de la gauche du capital. Ah oui, liberté, égalité, fraternité, c'est un triptyque maçonnique. Mais c'est les francs-maçons qui l'ont inventé. Toute l'idéologie des Lumières de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, c'est ce que dit Marx, c'est la logique de l'avant-garde du capital. Toute la logique, liberté, égalité, fraternité, faut avoir un peu de creuset pour se rendre compte que c'est la liberté des hommes marchandises sur le marché. L'homme qui était dans les corporations, il n'était pas libre, il était assujetti. Le discours de liberté au moment de l'abolition de la loi Le Chapelier, c'est il faut que vous soyez libre de circuler. Il faut que vous soyez libre de négocier. Donc, il faut casser tout ce qui n'est pas liberté. Mais moi, je ne me bats pas pour la liberté, je me bats pour la jouissance. Et les hommes de demain qui s'insurgeront ne se battront pas pour des catégories capitalistes, liberté, égalité, fraternité. Le texte de Marx sur la critique de l'État hegelien, il est génial parce qu'il montre que c'est toujours la liberté du capital, c'est toujours l'égalité du capital. Et pourquoi l'égalité ? Parce qu'à partir du moment où le capital s'est répandu, il fallait que les marchandises puissent égalitairement se rencontrer sur le marché des hommes et des matériels. Je comprends le projet. Mais bien sûr. Un peu sûr, mais... Tout ça. Alors, la gauche du capital... Les humains qui ont entendu ça, enfin moi j'ai 60 ans, depuis que j'ai entendu liberté, égalité, fraternité, jamais une fois je n'ai pensé liberté des marchandises, égalité des marchandises, fraternité. J'ai toujours pensé... Pourquoi ? Parce qu'il y a la conscience fausse du fétichisme de la marchandise qui fait que tout est faux.
Tout est faux. Mais non, mais parce que je vois dans l'égalité des hommes, l'égalité des hommes, et fraternité des hommes, je vois... Donc vous êtes prisonnier du discours du capital. Mais pourquoi? Parce que je vois un mode opératoire rustique et qui paraît donc assez fiable de non-domination. Liberté, égalité, fraternité. C'est faux, c'est la domination supérieure, c'est la pire. Mais pourquoi supérieure? Marx dit grâce ou la domination. Mais non, mais on n'est pas des enfants. On creuse la logique d'imposture qu'il y a derrière. Le fait d'être libre c'est ça le problème que vous avez, et il est décisif, et c'est là qu'il faut creuser. Vous vous êtes mis dans la tête, au sens profond du terme, l'idée que si nous décidions nous-mêmes du terrain actuel, oui, il cessait d'être négatif. Oui. Or, oui, c'est pas le fait que ce terrain actif nous soit en large partie dépossédé du point de vue décisionnel qui le rend négatif. Ce qui le rend négatif, c'est la pourriture de l'oppression marchande. Et si je deviens demain, j'imagine une entreprise merveilleuse, une société merveilleuse, avec des assemblées fantastiques, et on gère la monnaie pour le bien des hommes, et on gère l'argent pour le bien des hommes. Mais c'est encore de la merde. Pourquoi? Parce que, justement, le propre de l'aliénation, c'est de nous transformer en hommes, non plus en production de notre humanité, mais en hommes en production marchande d'économie et de politique. C'est pas parce qu'il y a de la production de marchandises qu'il n'y a que ça. Il y a ça et de l'amour et de la musique. À partir du moment, et c'est là où Marx est génial, parce qu'il a compris ça en faisant la synthèse de tous les groupes radicaux de l'époque, c'est que la marchandise est un envahissement totalitaire. Oui, il n'y a pas, mais non, mais à partir du moment où le mouvement de la marchandise se met en mouvement, je deviens moi-même une marchandise, mon émotion est marchandisée, je deviens une épave circulatoire de l'aliénation marchande. Mais nous sommes réduits à ça, mais bien sûr. Donc alors, circulatoire parce que je me déplace, c'est ça? Mais parce que la marchandise circule. Alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure, abat la liberté, abat la liberté? Parce que l'homme qui veut la révolution, il veut la révolution non pas pour la liberté, c'est une catégorie marchande, liberté, égalité, fraternité. Il la veut pour l'être. C'est pas qu'une catégorie marchande. Bien sûr. Mais le mot liberté des marchandises, mais c'est aussi liberté des hommes. Non, le mot liberté n'existe dans aucune langue avant le développement marchand. Ah bon? C'est quoi la liberté? La liberté, c'est ne plus être enraciné dans une souche. C'est ne plus être l'homme de l'être. C'est l'homme être libre. Oui. C'est avoir la capacité de choisir. Oui, oui. Et l'homme primitif, il n'a rien à choisir, puisqu'il est dans une communauté enracinée dans l'être générique. Il ne va pas choisir le lait et le beau, il est dans le beau. Vous nous proposez comme projet d'autogérer la merde marchande dans des assemblées constitutives où nous aurons la capacité de diriger toute la merde capitaliste nous-mêmes. Je dirais ça, je peux être à la fois d'accord, mais en disant autrement, je propose, je cherche à limiter les dégâts. Et c'est vrai que ça dirait Marx par rapport à Proudhon, c'est pas bandant. En 36, en 37, les paysans d'Aragon qui collectivisent, ils n'ont pas besoin d'assemblée pour savoir ce qu'ils vont faire. Ils veulent collectiviser. Ils brûlent la monnaie, ils brûlent les billets, et ils organisent la collectivisation, production, répartition. À la limite, il y a des cahiers administratifs pour savoir que le village qui est là-bas a fait ça, que le village qui est là a fait ça, mais il n'y a pas d'assemblée constitutive pour constituer quoi que ce soit. La coopérative est immanente. Est-ce que c'est pas précisément faute de constitution mais non, ça a pris fin parce que le développement des forces productives du capital fait que le capital les a écrasés. Les paysans en 89, les cahiers de doléances, les paysans s'en branlaient. C'est tous les notables locaux qui ont été magouillés pour créer des assemblées. Les paysans, ils avaient une règle de défense. Abolition des pouvoirs que la bourgeoisie a pris, parce que la bourgeoisie avait racheté des droits seigneuriaux. Les paysans n'avaient que deux revendications. Abolition des droits féodaux, mais repris par la bourgeoisie, défense des communaux. Et tous les trucs d'assemblée, tous les trucs d'assemblée ont été magouillés par les notables locaux. Est-ce que, j'entends ça, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que c'est idiot de voir à ce moment-là les marchands, les bourgeois plutôt que les marchands, les bourgeois, prendre enfin, ce qui convoitait depuis longtemps, le pouvoir de créer les lois, et les paysans qui ratent le coche et qui deviennent asservis parce que c'est plus eux c'est pas eux qui écrivent les lois et qui changent de maître en fait, parce qu'avant c'était le clergé. Et les lois ne nous dérangent pas.
Ceux qui écrivent les lois ne nous dérangent pas. Mais comment? Parce que ceux qui... Quand c'est les marchands, ça devient capitaliste. Ils écrivent la mais société non. à responsabilité limitée. Ils écrivent les sociétés c'est par action, pas- les mais c'est dividendes, pas- la subordination mais du c'est pas parce salariat. que- c'est pas parce que les bourgeois La propriété privée, le droit à la C'est facture, pas- tout ça, c'est du droit. C'est pas parce que les bourgeois écrivent le droit que la marchandise arrive, c'est parce que la marchandise arrive que les bourgeois écrivent le droit que la marchandise produit. La démocratie, c'est l'aliénation. Le salariat, c'est l'aliénation. La marchandise, c'est l'aliénation. La monnaie, c'est l'aliénation. Et il y a eu, tout au long de l'histoire, des expériences historiques de radicalité et des expériences historiques de réformation. Finalement, c'est le débat de la première internationale entre Proudhon et Marx. Il y a misère de la philosophie et il y a philosophie de la misère. J'aime pas la philosophie, j'aime pas lire philosophe de la misère. Je trouve qu'il est prétentieux, Marx, quand il écrit ça. Je trouve que il est méchant, Non, il n'est pas du tout méchant. Il est inutilement agressif. Il n'est pas du tout méchant, il n'est pas du du tout agressif, et d'ailleurs l'histoire lui a donné raison. C'est-à-dire qu'il y a deux courants, il y a deux grands courants dans la première internationale. Il y a les rénovateurs et il y a les révolutionnaires. Proudhon, il veut une bonne monnaie. Proudhon, il veut une bonne démocratie. Proudhon, il veut une bonne bourse. Proudhon, il voudrait un marché équilibré. Donc Proudhon veut toute l'horreur du monde, mais rééquilibrée. Et il considère que c'est parce qu'elle est mal gérée qu'elle est l'horreur. Et Marx lui répond, mais non, Proudhon, vous n'avez rien compris. L'histoire a positionné des éléments essentiels qu'il faut analyser. Et d'ailleurs, ce n'était pas un hasard si Proudhon ignorait tout des luttes de classe radicales. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important, vous avez parlé des conseillistes. La chose essentielle que les conseillistes ont posée, c'est que, à la limite, on se fout de la manière dont on décidera. Parce que c'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y ait plus de marchandises, qu'il n'y ait plus d'argent et qu'il n'y ait plus de monnaie. Parce que si on a l'horreur du monde, mais l'horreur du monde, elle n'est pas horrible parce qu'elle nous échappe. Elle est l'horreur du monde parce que qui que soit la structure qui la gère et la structure, elle est abominable. C'est-à-dire que le grand mythe anarchiste, on va autogérer la merde marchande, la terre aux paysans, l'usine aux ouvriers, ça ne change rien. Et la grande pensée radicale que Marx a positionnée, bah oui, on autogère rien. Bah si, on autogère sa merde. L'ouvrier autogère son marché. Et c'est là où il y a un grand débat dans la première internationale, c'est que, et toute l'histoire des luttes de classe depuis l'a incarné, l'a prouvé, l'a validé, quand les hommes se lèvent, quand les hommes s'insurgent dans toutes les grandes fractures historiques, 36, 68, la révolution dans les années 1920 en Allemagne, ils émergent non pas pour gérer autrement la politique, pour gérer autrement l'économie. Ils disent « abat le monde des besoins solvables, vive le monde des besoins humains ». Et ça abolit la politique et l'économie, c'est l'auto-organisation de nos besoins humains. Et c'est le débat Proudhon-Marx. On pourrait très bien penser la monnaie. Mais non, il n'y a pas qu'un type de mais monnaie. Non, mais bien sûr que si. Mais non. La monnaie dans l'histoire, elle a toujours été ce qu'elle a été. Alors on peut imaginer d'autres monnaies différentes. Mais elles ont toutes rempli la même fonction. Mais non, il y a des monnaies, mais non. Mais non, excusez-moi pour contredire, il y a des monnaies que les communautés se sont appropriées et qui deviennent abondantes, Francis. Elles ne manquent pas. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Elles ne sont plus un outil d'aliénation. Mais non, mais bien sûr que si. Mais la monnaie n'est pas un objet neutre. C'est pas simplement un étalon de valeur ou un moyen d'échange. C'est d'abord et en amont, ce que montre Marx dans le fétichisme de la marchandise, une relation sociale aliénée. Parce qu'à partir du moment où il y a monnaie, je ne suis plus dans une relation de production pour mes besoins humains, mais je suis dans une relation de production pour un marché. S'il y a une monnaie, il y a un marché. Oui, mais bon, donc, alors, c'est là où on est. C'est là où on est dans l'utopie proudhoniste. C'est-à-dire que là, je prends une société actuelle, et la société actuelle, elle est aliénée, mais elle n'est pas aliénée parce que les gens sont méchants, parce qu'il y a des accapareurs, parce qu'il y a des voleurs, parce que les décisions sur notre existence nous sont confisquées. Tout ça, c'est l'écume des choses et on s'en fout. Le fond des choses, c'est que nos vies sont marchandisées. Et elles ne sont pas marchandisées, parce qu'il y a des méchants marchands, des méchants usuriers. Elles sont marchandisées quand même. Non, elles sont. Mais non, c'est pas l'usurier qui fait l'usure, c'est l'usure qui fait l'usurier. Donc, ce qui fait que notre vie est inexistante,
c'est que notre vie, elle est marchandisée. Elle n'est pas marchandisée par les excès du marché, c'est que tout est devenu un objet d'achat et de vente, un objet d'échange. Et ce que Marx fait péter dans Misère de la philosophie, c'est l'utopie proudhoniste d'un capitalisme purifié, d'une démocratie purifiée, d'une économie purifiée. Ce qui fonde la monnaie, c'est bien évidemment le fait qu'à un moment donné, la production nous échappe et qu'elle part sur un marché. La monnaie, elle se définit comme un étalon et elle permet l'échange des marchandises à partir justement d'un niveau valeur. Oui. Qu'est-ce qui va déterminer le niveau valeur des marchandises? Ça peut être une négociation politique, ça peut être une discussion politique d'un corps social qui, au consensus, c'est même pas la majorité, décide que la monnaie, ça va être ça. Et donc, la monnaie, on a du chômage, alors il faut qu'on en crée, non, mais et on a de l'inflation, il faut qu'on en détruise. Qu'est-ce qui va définir, parce que là on est au cœur du capital et à l'impossibilité du monnaie neutre, qu'est-ce qui va définir le fait que j'échange une banane contre 3 oranges? Ou 3 bananes. C'est du troc, ça. Hein. Ah non, c'est pas du troc, puisque je vais avoir une monnaie qui va porter des équivalences et qui va me permettre justement de ne pas troquer. Je ne vais pas aller au marché avec mes bananes pour changer des oranges, je vais avoir dans ma poche une monnaie spécifique. C'est toute la critique de Marx sur les bons de Proudhon. C'est toute la critique. Et Marx montre d'une manière radicale que cette monnaie neutre est impossible. Dans les airs de la philosophie. Donc, expliquez-moi quel va être l'étalon de valeur pour mes 3 oranges et mes 2 bananes. Je vais au marché, j'ai un billet. Comment je fais pour échanger les bananes, les trucs, l'heure de travail? C'est les critères du capital. Il y a un mouvement social de prolétaires radicaux qui veut construire le monde nouveau émancipé. Il est déjà dans une dynamique d'abolition de l'argent. Il va y avoir des clampins qui, en même temps, vont se dire on pourrait quand même imposer à ces gens-là une nouvelle monnaie. Ils n'en veulent pas de la nouvelle monnaie. Ils disent ah bah la monnaie. Oui, on n'est déjà pas d'accord. Oui, comment on va faire si on n'est pas d'accord? On va s'entretuer? Non, ce qui va trancher, c'est le mouvement radical révolutionnaire qui va s'étendre et qui va envoyer valdinguer tous ces mecs qui veulent lui imposer de la monnaie. À Barcelone, ça va se passer sans nous, ça va se passer malgré nous. À Barcelone en 1937, il y avait toute une série de groupes qui disaient ça y est, création du communisme dans les villes, dans les campagnes, on abolit tout. Et puis il y avait des mecs derrière qui disaient ah ben non, c'est pas possible, il faut maintenir un peu de petite propriété, etc. Ben, tout ça, ça a été envoyé valdinguer, vous nous emmerdez. J'entends ça. J'ai l'impression que l'état de droit, je ne parle pas des dérives. C'est pas des dérives. Tout ce qui est la nature même des choses devient pour vous une dérive. C'est là où il y a un problème méthodologique. Non, pas forcément. Si. Non, il me semble. Rien ne dégénère, tout produit sa véritable nature. C'est une loi de nécessité. C'est depuis les présocratiques. C'est complètement fataliste. Ah non, mais c'est pas fataliste. C'est pas fataliste. Mais enfin, je reçois un couple. Ce couple me dit ah, au début, quand on s'embrassait, c'était pas ça. Maintenant, ça a vraiment changé. Tout mon travail se fait à partir des présocratiques sur le futur préexistait au passé. Au premier baiser, si on creuse réellement la nature de votre relation, il y avait déjà la déchéance de la fin du couple. Vous ne la voyez pas. La fin est toujours contenue dans le début, mais on ne la voit pas. Bon, d'accord. C'est pareil en politique et en histoire. Maintenant que nous sommes nombreux, est-ce que ça ne nous force pas de façon, je ne sais pas si c'est immanente qu'il faut dire, à des organisations politiques différentes, avec un droit écrit qui permet de rassurer tout. Enfin, le droit écrit, c'est un droit écrit. Le droit écrit est né avec la valeur d'échange aliénatoire. Mais donc il lui est subsumé. C'est pas un hasard. C'est un surgissement total. C'est le diviser. Quel est le lien? Il n'y a pas de droit dans une communauté. Oui, mais elle était petite en même temps. Mais non, mais c'est pas ça. La prohibition de l'inceste. Il y a pas dans les communautés primitives, il n'y a pas d'inceste. Donc il n'y a pas à le prohiber. On le prohibe parce qu'il apparaît. Oui. Et alors donc, le droit qui dit je prohibe l'inceste n'est pas le signe qu'on est passé à une étape supérieure d'humanité. Il indique que justement on est passé à une étape supérieure de déchéance. Comment vous pouvez être sûr qu'il n'y avait pas d'inceste dans les tribus indiennes? Je ne vois pas comment vous allez prouver ça, quoi. Bah, je prends ça paraît tellement la loi. Je prends les travaux. Mais non. De façon animale, ce truc-là. Mais non, l'inceste existe dans le cadre d'une prédation sexuelle aliénatoire, quand précisément l'enfant n'est pas vécu comme un lieu d'émerveillement, mais devient une chair sexuelle. Il n'y a pas ça chez les sioux et les chiennes. La marchandise, c'est
la représentation affective entre tous les êtres. C'est la représentation de la production matérielle entre tous les êtres. C'est la reproduction de la production symbolique entre tous. La marchandise, c'est devenu le tout du monde. Tout est marchandise. Même les utérus aujourd'hui sont des marchandises. Même le sperme est une marchandise. Tout le monde comprend bien que la marchandise, c'est la totalité du monde. Et si la marchandise est la totalité du monde, c'est pas parce qu'il y a des marchands. Les marchands ne sont que le conseil d'administration de la marchandise. Mais ils ne font pas le pouvoir, les marchands. C'est la marchandise qui fait le pouvoir. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'observe des crises, je trouve que les gens qui se révoltent retombent dans d'autres chaînes, et à chaque fois, c'est parce qu'on n'a pas su anticiper ces chaînes et les interdire, les empêcher. Et là, c'est là l'erreur majeure. C'est l'erreur majeure. Les crises que nous avons connues et qui font que les gens retombent dans d'autres chaînes, et qui d'ailleurs ne sont jamais d'autres chaînes, elles sont toujours pires. Elles sont toujours pires. Marx l'explique très bien, c'est parce que la révolution sociale n'est pas un agencement subjectiviste. La révolution sociale... Qui dépend de nos volontés, c'est ça? C'est-à-dire que... De nos décisions individuelles. C'est-à-dire que la révolution est le moment où le prolétariat s'abolit à l'échelle universelle pour faire surgir la communauté mondiale des hommes émancipés, par un acte de volonté radicale, par un acte de conscience radicale. Mais qui vient du ciel. Mais non. Alors là, il faut faire une petite analyse dialectique. Le fétichisme de la marchandise et l'aliénation... Voilà. Et l'aliénation capitaliste, c'est l'extension infinie de la conscience fausse. Donc, l'humanité est tout entière aliénée dans la conscience fausse. Dans la conscience fausse de la totalité du comprendre. Les gens ne savent absolument pas d'où vient leur servitude, où elle va, à quoi ça correspond. Les gens ne savent pas pendant des siècles, il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu d'État. Ils ne savent pas ça. Les gens croient que... Ma grand-mère me disait, je le dis tout le temps, mais il y a toujours eu du pouvoir, il y a toujours eu de l'argent, il y a toujours eu des maîtres, il y a toujours eu des esclaves. Les gens ne savent pas que pendant des millénaires, il y avait autre chose. Ils ne savent pas ça. Et la deuxième chose qu'ils ne savent pas, c'est que depuis qu'il y a ça, l'homme n'a pas cessé de s'insurger dans les campagnes et dans les villes. Des États et donc déjà, ces deux trucs-là, les gens ne savent pas. Donc ils sont complètement dans la conscience fausse. Ensuite, le fétichisme de la marchandise, c'est que le fétichisme de la marchandise, c'est que la marchandise n'est pas un objet, c'est une relation sociale aliénatoire. C'est-à-dire que la monnaie, l'argent, avant notre esquisse... La marchandise, c'est un objet qu'on échange. Voilà. Mais, contre de la monnaie. Bien sûr, mais le fétichisme de la marchandise... Alors, fétichisme, mais c'est très simple, c'est-à-dire que les objets et les relations sociales se sont autonomisés, comme un fétiche. On peut définir un fétiche. Un fétiche, c'est très simple. Moi, j'avais un patient qui, pour jouir, était obligé de se masturber sur la chaussure des femmes. Donc, il ne jouissait pas du pied, il jouissait de la chaussure qui enrobait le pied. C'est ça le fétichisme. Et Marx n'a pas utilisé le fétichisme de la marchandise. Ça n'aide pas à comprendre. Mais si. Il ne jouissait pas du corps de la femme, il jouissait d'un objet support, d'un objet fétiche. C'est ça le fétiche. Et d'ailleurs, on appelle ça, dans la caractériologie des comportements sexuels curieux, du fétichisme. Bon, le fétichisme de la marchandise, c'est que toutes les relations sociales sont devenues comme le pied de cette femme. C'est-à-dire que toutes les relations humaines se sont mercantilisées, pas toutes. La nature humaine est totalement chosifiée, et les choses sont devenues naturelles. La nature s'est chosifiée, et les choses se sont naturalisées. Et dans la relation sociale que nous avons les uns aux autres, tout a pris le caractère fétiche d'une autonomisation factice. C'est-à-dire que finalement, l'homme produit les conditions historiques de son aliénation, mais il croit que les conditions historiques de son aliénation ne sont pas historiques, que c'est naturel, et que finalement, tout est normal. C'est ça le fétichisme de la marchandise. Et ça construit une conscience fausse universelle. C'est la naturalisation de la marchandisation. De notre servitude. Nous nous mettons à considérer comme un fait de nature que tout devient marchandise et tout est marchand. Et alors, on en arrive à C'est ça le fétichisme de la marchandise. On en arrive à Debord où il dit il n'y a plus d'histoire. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce que vous dites, et c'est ce que vous dites indirectement, parce que quel est votre projet? Il faut garder l'argent, mais pas comme ça. Il faut garder la monnaie, mais pas comme ça. Il faut garder l'argent comme ça. Il faut garder le droit, mais pas comme... Voilà, il vous s'en met. Si vous voulez, le bout du fétichisme de la marchandise, c'est quand l'historisation a totalement disparu dans une immobilisation naturaliste, c'est-à-dire que nous sommes condamnés
au droit, à la Constitution, à l'argent, à la monnaie, à la politique et à l'économie. Il faut les faire autrement. Non, mais je ne le dis pas comme ça. Oui, Je ne mais dis pas que nous sommes condamnés à... J'observe... Il me semble que... Voilà. Mais il me semble que ce qui est difficile à contester et ce sur quoi on va avoir du mal à revenir en arrière, c'est la division du travail. Parce que c'est un présupposé. Eh C'est ben ce qui nous rend complètement débiles. Alors on a des intellectuels abrutis, on a des manuels abrutis. Je vois bien les inconvénients, Francis, de la... Ça fabrique les Mongols. Mais pas que. Non, mais pas que mon... Mais si. Mais Parce que c'est pas un retour en arrière. l'intellectuel autonomise les idées. C'est-à-dire que il n'est pas forcément que intellectuel, il peut être intellectuel et ouvrier. Mais oui, mais il a tellement un rapport masturbatoire aux idées qu'il croit que les idées auraient une autonomie. Or, aucune idée ne naît d'autre chose que d'un rapport social. Le mode de production esclavagiste fonctionnait dans des lois contradictoires qui font qu'un jour il est tombé. La société servile, un jour, est tombée. La société du salariat, une fois que ça s'est fonctionne... c'est facile de le prévoir. Mais non, mais prévoir l'avenir, enfin, c'est quand même... Mais c'est pas prévoir l'avenir, c'est anticiper en fonction de ce qui se passe. Or, de la même manière que tous les modes de production ont eu un développement, une croissance et une mort, le mode de production capitaliste n'est pas éternel. C'est ça le fétichisme de la marchandise. Croire que le mode de production est éternel. Le mode de production capitaliste serait le seul mode de production éternel. Tous les autres auraient eu une mort, mais celui-là serait éternel. Ah non, mais j'espère bien qu'il n'est pas éternel. Donc, il n'est pas éternel. Donc, un jour, il va mourir. Voilà. Et quand il va mourir, ce qui va mourir en même temps que sa matérialité... C'est la monnaie, l'État... Tout ça va crever, mais ce qui va crever, c'est la conscience fausse. Les gens vont se dire, mais la vraie vie est ailleurs. Je dois reprendre la main sur mon existence. Je ne suis pas condamné à une prostituée salariale. Qu'est-ce qu'un salarié? C'est un homme de la prostitution salariale. Le prolétaire est un homme de la prostitution salariale. Il vend sa vie. Il vend sa vie. De force. De force. Donc, la conscience vraie, elle surgit à ce moment-là. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'anticiper ce moment qui vient en disant à tout le monde, surtout, sauvez-vous de tous les raquettes politiques qui veulent vous organiser, qui ont des recettes, qui ont des catéchismes, qui ont des duplicata. C'est votre automouvement. L'émancipation de l'humanité est l'œuvre de l'automouvement du prolétariat. Abat toutes les avant-gardes, abat tous les raquettes. Francis, les ateliers constituants, c'est exactement cette idée-là. Sauf que... Il n'y a aucun projet de domination, il n'y a même pas d'organisation. On ne veut pas d'organisation. Sauf que je n'ai pas ma réponse. Puisque dans tous les automouvements radicaux que nous avons connus dans l'histoire, les gens, dans la spontanéité organisationnelle du flux, s'auto-organisent sans avoir besoin ni de prospectus, ni de préalable, ni de constitution préalable, ni rien d'anticipation préalable. Qu'est-ce que l'atelier constituant va apporter à des gens qui n'ont besoin de rien d'autre que leur automouvement? La conscience que c'est... Mais ils ont la conscience. Mais non, ils sont en mouvement. Quand ils commencent à faire des ateliers, ils commencent à être en mouvement. Mais cette conscience que c'est à nous d'instituer le monde qu'on veut, ça se travaille. C'est vrai. Parce qu'il y a un complexe d'infériorité. Les gens, au départ, ils n'imaginent pas qu'ils peuvent être invités à participer à l'institution. Est-ce qu'en 68, on est passé de 20 grévistes à 10 millions de grévistes? Parce qu'il y a eu une on n'a structure... rien institué, on s'est fait écrabouiller, quoi. On ne s'est pas fait écrabouiller. On n'a pas été foutu de se protéger contre les voleurs de pouvoir. Mais dès qu'il y en a un qui est monté en disant allons faire une élection, ah ouais, on va élire, ils sont élus, puis ils ont élu un chef, et c'est fini, quoi. Ils n'ont pas élu un chef. Il faudrait apprendre à se méfier des pouvoirs avant. Mais ils n'ont pas élu un chef parce qu'ils n'avaient pas l'outil constituant adéquat. Ils se sont fait avoir parce que les conditions de l'époque faisaient que le capital était en plein développement en 68 et qu'après les accords de Grenelle, il a enfermé les gens dans une croissance qui a pu les illusionner. C'est la matérialité du capital en mouvement qui a tué 68, c'est pas l'absence d'assemblée constitutive préalable. Francis, je répète une question, peut-être que vous m'avez répondu et j'ai mal écouté la réponse, mais on est 7 milliards. Comment vous allez faire avec ceux qui ne sont pas d'accord pour devenir polyvalent, être capable de construire sa maison, être capable de fabriquer ses habits, être capable de cultiver la terre? Les gens qui ne veulent pas devenir polyvalents, eux, ils trouvent que c'est bien de s'être spécialisés, ils ont bien appris à faire un truc, et ça leur va bien l'échange. Ils trouvent que juste il manque de signes monétaires pour que les échanges se passent bien. Comment vous allez faire avec ces
excusez-moi, mais il va y en avoir des centaines de millions. Comment vous allez faire vous commettez l'erreur radicale que Orwell a dénoncée dans Hommage à la Catalogne. Vous positionnez le mouvement collectif du surgissement révolutionnaire de demain à partir des atomes individuels narcissiques de l'échange pathologique contemporain. Pourquoi narcissique? Pourquoi narcissique? Parce que dans la société marchande, chaque individu a un jeu qui est tourné dans le narcissisme pathologique de sa marchandisation. Est-ce que les humains ne sont pas narcissiques, même comme la société non, primitive? justement, il n'y en a pas. Sûr, On le sait parce que d'abord, les communautés primitives, elles n'ont pas disparu simplement au paléolithique français dans la Dordogne il y a 30 000 ans, mais il y avait en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a encore 10 ans des communautés primitives de plusieurs milliers d'individus qu'on a pu analyser in vivo. Donc on sait comment fonctionnent les rituels, on sait comment fonctionnent les aliénations. Narcissique. Pas au sens narcissique de la marchandise, mais d'un narcissique au sens où on aime l'image qu'on a de soi, et quand on a une discussion avec l'autre, l'autre sert souvent de miroir. Bah oui, mais ça c'est pathologique, ça. Comment ça paraît tellement la condition humaine. C'est la condition humaine réifiée du spectacle de la marchandise qui a fait que chacune de nos rencontres est un spectacle. Un homme rencontre une femme, c'est un spectacle aliénatoire. C'est pour ça que d'ailleurs tous les couples se cassent la gueule. Un mec tient un discours, c'est narcissique pour avoir l'image reconnu dans l'onanisme du spectacle, du résultat du truc. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a que ça dans la société contemporaine. La société, enfin, je le vois avec on ne peut pas réduire les hommes à ça. Mais c'est le capital qui les a réduits à ça, c'est pas les hommes. C'est-à-dire que quand les dominicains et les franciscains débarquent au Québec et qui se retrouvent avec les communautés algonquines, on a plein de textes là-dessus, ils offrent des bijoux, ils offrent de l'or, ils demandent qui est le chef, et ils sont étonnés par le fait que personne ne prend les cadeaux, l'or, ils en ont rien à foutre. À partir du moment où j'étais dans la polyvalence communautaire, j'étais en synthèse de la polyvalence de mes activités et désirs. À partir du moment, mais c'est pas que je veux y retourner, je veux dire que j'ai vécu dans une cristallisation intellectuelle et historique. Je suis incapable de bricoler, c'est nul à chier. Alors, comment vous allez faire? Je vais justement saisir la communauté humaine émancipée comme chance de polyvalence. Je vais enfin devenir un être humain vrai, un être générique accompli. En devenant bricoleur. Mais pas en devenant bricoleur. Je prends l'exemple pour dire que... pourquoi pas? Mais non, mais si vous voulez, nous sommes des divisés. Il y a des gens qui sont rentrés dans une surmanualisation, et il y a des gens qui sont rentrés dans une surintellectualisation. Nous sommes donc déconnectés du vrai désir, de la vraie plénitude. L'être humain de demain, il retrouvera la totalité, c'est ce que dit Marx dans le texte de 1848, le matin, je m'occuperai du potager, l'après-midi, je m'occuperai des poubelles, le lendemain, je ferai du piano, le surlendemain, je ferai du parapente. Et ce sera encyclopédie, et j'aurai un savoir encyclopédique, je peux comprendre cette aspiration, les hommes, les hommes du néolithique savaient trépaner dans un groupe de chasseurs-cueilleurs. D'accord. Ils savaient trépaner. Si on lit le Capital aujourd'hui, rien de ce qui arrive n'est pas dans le Capital. C'est-à-dire que cet homme-là, en 1867, a prévu l'intégralité de ce qui se passe en 2017, non pas parce qu'il était démiurge, mais parce qu'il exprimait le mouvement réel radical de son temps dans la complexité, la complétude la plus aboutie. Donc je me réclame de Marx et je dis que Marx a tout dit, parce que si on prend la peine de lire et de creuser, on voit qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'horreur du monde, l'usure, la finance, etc., c'est posé chez Marx. Sur des choses formidables dans il y a les tout. morceaux que je lis, je trouve Il y a tout. Mais tout, je sais pas, dire qu'il y a tout dans un livre, ça paraît presque un credo religieux. Non, c'est parce qu'à la fin, au moment de la Révolution française, tout explose. Et Hegel, à partir du moment où tout explose, comprend la totalité du cycle historique qui nous mène du néolithique à la Révolution française. Et Marx reprend ça et il saisit la totalité de ce qui va arriver. Donc si vous voulez, ils n'ont pas tout compris par hasard. Ils n'ont pas tout... Non mais... Je n'ai pas tout compris, vous vous rendez compte, ça paraît... Mais ils ont tout compris parce qu'entre 1844 et 1870, tout a surgi, le colonialisme, la démocratie, le parlementarisme, la crise. Donc ils ont vu toutes les implications, les grandes luttes de 1848, la Commune de Paris. Donc ils ont vécu le temps qui dessinait la totalité de notre advenir. C'est pas par démiurgie intellectuelle. De notre advenir, je vois pas qui peut prétendre. Si vous lisez Marx,
Mais en totalité, en totalité, vous êtes marrant. Bah moi j'ai mis 20 ans. Bah oui, bah voilà, dans les 60, c'est mort, j'y arriverai pas. Et parce que j'ai plein d'autres livres importants. Alors je dis toujours, donc, quand on a lu Marx et qu'après on a lu Debord, il n'y a plus besoin de lire quoi que ce soit. Ah, mais c'est fou ça. Parce que si, et alors au XXe siècle, mais non, mais c'est pas ça, mais non, au XXe siècle, que de la merde. Vous me parlez de Castoriadis. Oui. Et Castoriadis a été dans un groupe qui s'appelait Socialisme ou Barbarie, qui était d'une radicalité terrible. Castoriadis est devenu un crétin universitaire. Il s'est servi de la matrice de Socialisme ou Barbarie pour la rendre atone, pour la rendre flexible. J'ai pas du tout, je ne sais pas d'où vous sortez. Castoriadis était un débile qui nous a fait croire que les chars russes. Castoriadis, pendant 15 ans, a cru qu'il allait y avoir une guerre entre les États-Unis et la Russie. Et pendant 15 ans, on peut se tromper. On ne peut pas se tromper. Quand on venait de socialisme ou barbarie, on savait que la guerre et le repartage des marchés du point de vue des empires de haute technologie, que la Russie n'a jamais existé du point de vue de la haute technologie, que c'est un capitalisme. Envoyer les hommes dans l'espace, les premiers. Pourquoi vous dites la Russie n'est pas la haute technologie? Parce que sur le marché aujourd'hui des hautes technologies et des conflictualités commerciales, la Russie, elle est nulle part. Le conflit avec Poutine, c'est parce que les États-Unis ne veulent pas que l'Europe développée investisse en Russie pour développer le capitalisme archaïque de la Russie. La Russie, elle est complètement archaïque, elle n'a pas d'exportation. C'est une usine gazière et pétrolière, mais sur le marché de la haute technologie, elle ne vend rien. Bon, vous voulez conclure là-dessus? Et la Russie a gagné la guerre en 1945 parce que par romance, elle a reçu des milliers de Sherman, de Jeeps, de canons. Quand vous voyez l'armée rouge qui monte à Berlin en 1945, ce sont des Jeeps et des Sherman. D'accord. Mais enfin, ils ont quand même développé une industrie, des technologies de pointe. Il n'y a pas de technologie de pointe. Ils ont repris la technologie. À partir du moment où le bolchevisme s'est installé en Russie, il y a eu des passages de contrats avec la haute technologie américaine, et ce sont les Américains qui ont développé le capitalisme d'État stalinien. Si vous lisez Marx, si vous lisez Castoriadis, c'est de la merde. Tout le 20e, Bourdieu, c'est de la drogue, Althusser, c'est de la merde. Je veux dire que si vous lisez Marx, c'est de la merde. Si vous lisez Marx, vous allez vous rendre compte qu'effectivement tout est dit. Et si un jour vous lisez un auteur, voilà, et si un jour vous lisez un auteur et que vous vous dites ah ça c'est bien ce qu'il dit ce mec-là, vous allez voir que Hegel et Marx l'ont déjà dit.